Partie 3, l'âge d'or des consoles et la guerre des consoles. Sega a vaillamment combattu avec sa Master System. Mais il faut penser à la suite, et Sega va penser à la suite. Il s'est vendu une Master System pour 6 NES environ. En 88 sort la Mega Drive, console très puissante pour l'époque, basée sur une architecture arcade, car l'arcade c'est une énorme composante de Sega. Et ça permet d'adapter les jeux très facilement. Les développeurs connaissent la plateforme. Sega va attaquer frontalement Nintendo là où il est mauvais. Le sport. Sega veut plein de bons jeux de sport et de simulation. La jeunesse. Une mascotte rapide qui plaît aux jeunes et qui deviendra Sonic et plaira au public occidental plutôt qu'aux japonais. Sonic et les jeux de sport et d'autres jeux plus matures rendent la Genesis ou Mega Drive très populaire. Et elle a un train d'avance par rapport à Nintendo qui sortira sa Super Nintendo en septembre 90 au Japon. La conception de la Super Famicom ou SNES sera un vrai cirque. Rétrocompatible, pas rétrocompatible, 8 bits, 16 bits. Il sera finalement décidé qu'elle sera peu puissante pour être pas chère et visiblement un système de processeur auxiliaire appelé Mapper est pensé dans les cartouches suivant les besoins techniques du jeu. Et ça a permis à la SNES de se maintenir magnifiquement au niveau technique, avec des jeux comme Donkey Kong Country développés avec des stations Silicon Graphics, ou alors Starwing qui avait un processeur 3D dans sa cartouche, le Super FX. Performant mais très cher, chaque cartouche devait être équipée de ce mapper. Jusqu'en 1994, la guerre entre Sega et Nintendo bat son plein, surtout avec Sega qui était très agressif, maître Sega et Sega, c'est plus fort que toi. Parlons des jeux de l'époque. Un gros boom des jeux de combat, voitures, simulation arrive avec les progrès technologiques. Énorme mode des beat'em all, battez-les tous. Il y a aussi une mode avec les films interactifs, dont le plus connu est Dragon's Lair, animé par Don Bluth et sorti sur Laserdisc. En gros, c'est des séquences animées, et si on fait la bonne action sur la manette, une séquence animée se lance et le héros passe à une autre. Sinon, il y a une animation de mort parmi plusieurs possibles. Et on a longtemps cru que ce serait le futur du jeu vidéo. C'est là un des gros pivots du choix des CD dans les consoles de jeux. Film interactif ou basculer vers les jeux 3D. Le CD permet de faire des jeux beaucoup plus grands, avec 600 MO de mémoire contre 1, 2, 4 MO grand max sur une cartouche de l'époque, sans parler des musiques, orchestrales et vidéo. Mais il est aussi beaucoup plus lent. Vaut-il mieux faire glisser les consoles vers du multimédia ou de la 3D? À l'époque, telle est la question. Beaucoup vont vouloir se lancer dans les jeux vidéo et le multimédia, mais auront un succès très mitigé car soit ils vont vers le lecteur disque, option jeu, soit le jouet hors de prix, option multimédia. Exemple, Philips avec le CDI, l'Amiga CD, l'Atari Jaguar, la légendaire Neo Geo, la console de tous les excès, la PC Engine au Japon, et bien d'autres. Sony, le game changer. L'histoire de la PlayStation est fascinante, de par ses rebondissements et ce que ça a apporté dans le monde du jeu vidéo et multimédia. Ken Kutaragi, un ingénieur de chez Sony croyant énormément au potentiel du jeu vidéo, fabrique une puce sonore révolutionnaire et contacte Nintendo pour qu'il l'intègre à sa future console, la Super Nintendo. Puis, le fait d'installer un lecteur CD à la SNES est envisagé. Mais suite à plusieurs soucis de contrat avec Sony, Nintendo rembarre leur collaboration sans prévenir personne lors d'une scène historique dans le CES de 1991, le Consumer Electronic Show, un salon technologique. Nintendo a fait un contrat avec Philips qui pourra utiliser ses licences et développer quelques jeux sur sa CDI, quelques jeux dont la médiocrité est légendaire. Pareil, des séries sur Mario Bros, Zelda et Captain N sont signées. Un désastre, pas aussi grand que les jeux sur CDI, mais Nintendo a perdu pour un temps le contrôle de ses mascottes, et ça ne se reproduira plus jamais. C'est pourquoi Nintendo est aussi virulent souvent auprès de fangames ou de représentations de ses mascottes dans d'autres œuvres. Et le pire, c'est que la SNES n'aura pas de lecteur CD finalement, car, entre autres, les lecteurs CD provoquent des temps de chargement insupportables pour Shigeru Miyamoto.
Humilié, Sony, avec l'insistance de Kutaragi, continue de développer le projet, mais non plus avec une vision de jouet, mais de média pour les jeunes adultes, car les joueurs de NES ont bien grandi entre-temps. Sony sort fin 94 au Japon, fin 95 en France, la PlayStation. Une console très bien conçue, la première avec des librairies pour faire des jeux plus facilement, là où il fallait coder en assembleur. Un langage tout sauf évident sur les autres consoles. Pour vous situer la révolution, c'était comme faire un Mario en ligne de code sans aucune facilité et tout d'un coup faire des niveaux avec Mario Maker. Les kits de développement sont très bien conçus. Pas trop cher, Sony, énorme société, pouvait négocier les composants. Et il a appuyé encore là où Nintendo était faible avec son système de licensing. Nintendo avait des règles très strictes, les éditeurs ne pouvaient lancer que 5 jeux par an et Nintendo choisissait combien de cartouches allaient être produites. Sony, pour entrer rapidement et efficacement dans le milieu, a assoupli énormément ses règles, et édité lui-même certains des jeux les plus prometteurs, et fait des campagnes de pub agressives. Beaucoup de studios sont allés dans les bras de Sony, dont le mythique Squaresoft, qui sortira le légendaire Final Fantasy VII, Namco avec Ridge Racer, Capcom avec Resident Evil, Spyro le Dragon, Crash Bandicoot, etc. Bon, je parle de ces perles, mais au tout début, énormément de jeux 3D sont extrêmement mauvais. Les développeurs ne savent pas trop quoi faire de cette nouvelle dimension. La 3D, c'est génial pour les jeux de course, de vaisseaux, de combat, mais pour le reste... Comme toujours, Nintendo va montrer la voie à suivre pour les jeux. Nintendo sort en 97 en France la Nintendo 64 avec Mario 64, qui est une pure révolution. Il montrera ce que doit être un jeu de plateforme en 3D. Pareil avec The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui mettra en place le jeu d'aventure 3D. Mario Kart 64 pour le jeu de course fun, etc. Et Sega dans tout ça. À la fin de sa vie, il se sera vendu environ 6 Mega Drive pour 10 SNES. Courbe de progression assez incroyable donc. Sega a eu des heures excellentes avec la Mega Drive ou Genesis. Mais à la suite de mauvaises communications entre Sega Japon et Amérique, les équipes ne se sont pas mises d'accord sur le développement d'une nouvelle console ou des accessoires pour l'actuelle Mega Drive. Résultat, Sega Amérique planche sur des accessoires, le Sega 32X et le Sega CD, des accessoires extrêmement chers et avec peu de jeux. Et Sega Japon planche sur une nouvelle console qui deviendra la Saturn. Deux annonces contradictoires seront diffusées, ce qui commencera la baisse de confiance des clients envers Sega. Avant la PlayStation, Sega réfléchit à faire un successeur à la Mega Drive, mais ils ne peuvent pas malmener le secteur de l'arcade, ce qui sera une erreur assez fatale. Ils adaptent une architecture d'arcade vieillissante 3D, ce qui a bien réussi à la Master System et la Mega Drive. Et ils imaginent qu'ils vont être les rois du pétrole. Mais à la présentation de la PlayStation, qui adapte presque parfaitement Ridge Racer Arcade sur console de salon, là, c'est plus du tout la même limonade. Ils deviennent has-been avant même d'être sortis. Branle-bas de combat, on repart de zéro. Il paraît que Sega a été contacté par Silicon Graphics qui équipera finalement la N64, mais Sega Japon ne voulait pas de processeur non japonais dans ses machines. Sinon, on aurait eu une Saturn 64 avec un lecteur CD, ce qui aurait sûrement tout changé. Finalement, on met dans la Saturn deux processeurs Hitachi, mais personne ne saura faire marcher les deux processeurs en même temps durant la courte vie de la machine. Et ça la rend beaucoup, beaucoup plus chère. La Saturn marchera relativement bien au Japon, mais en Europe, ce sera anecdotique. La PlayStation 1 va tout rafler. Mais la Saturn avait aussi de réels bons points, surtout en jeu 2D, face à la PlayStation 1. Réel, mais insuffisant. Le CD permet de vendre des jeux beaucoup moins chers. Il permet aussi le piratage, qui contribuera aussi au succès de la PlayStation 1. La N64 aura des jeux exceptionnels, mais peu qui font vendre des consoles, et leurs jeux cartouches sont extrêmement chers. Elle sera considérée comme un semi-échec, même si Nintendo gagnera beaucoup d'argent, car ses jeux seront les plus vendus. Car pour ceux et celles qui l'ignorent, les constructeurs ne se font pas d'argent sur les consoles, ils les vendent souvent à perte. Ils font l'argent sur les jeux et les accessoires. Le bilan de cette génération sera que Sony, auquel personne ne croyait, aura tout raflé. Console pas chère, jeux pas trop chers,
en accord avec son époque. N'oublions jamais que Sony était et est une énorme entreprise dans le multimédia, pouvant négocier au max les composants pour sa console. La console est pensée pour être rationnelle, en étant facile à programmer, pratique. Elle permet de lire des CD audio à une époque où c'était encore très cher. Elle a des équipes marketing. Nintendo a sorti une manette avec joystick. Sony sort une manette avec joystick et avec vibration pour réagir. Elle avait son entrée dans les magasins électroménagers, comme Darty, Carrefour, pour être vendue et diffusée. Et même si au début PlayStation était vendu comme une marque un peu dissociée de Sony, au cas où ça tombe très mal, c'était du Sony avec l'aura d'une marque comme à notre époque Apple, Samsung, Google, Amazon, etc.